L'ego, l'ennemi silencieux. Tu veux connaître la chose qui sabote ta vie, sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas ton environnement. Ce n'est pas ton passé. Ce ne sont pas les autres. C'est quelque chose de bien plus dangereux. Quelque chose qui vit dans ta tête. Quelque chose qui porte ton nom, qui imite ta voix. Et qui te dit « Tu as toujours raison. Tu vaux mieux que les autres. Tu mérites plus. Tu ne peux pas échouer. Tout le monde te juge. » Cette chose, c'est ton ego. L'ego, c'est le filtre déformé à travers lequel tu regardes la réalité. Il te fait croire que tout tourne autour de toi. Il te pousse à te comparer, à vouloir prouver, à vouloir impressionner. Il te fait souffrir dès que quelqu'un te critique. Et il te détruit lentement à force de vouloir protéger une image. Une image qui n'a jamais réellement existé. Dans ce monde où tout le monde s'expose, se compare, cherche à exister, l'ego est devenu le plus grand ennemi intérieur. Un ennemi invisible, mais puissant. Un ennemi qui décide de ton humeur, de tes réactions, de ton niveau de paix intérieure. Mais dans cette vidéo, tu vas apprendre une chose essentielle. L'ego n'a de pouvoir sur toi que tant que tu l'ignores. Aujourd'hui, on va l'arracher de l'ombre. On va comprendre comment il fonctionne, comment il t'enferme. Et surtout comment la sagesse stoïcienne peut t'en libérer, ici et maintenant, dans ton quotidien, dans le monde brutal des réseaux sociaux, du succès, de l'échec, du regard des autres. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir pourrait te rendre plus libre que tu ne l'as jamais été. Chapitre 1. Comprendre l'ego, l'illusion du moi que nous croyons être. Il existe une force subtile, silencieuse, mais incroyablement puissante. Une force qui influence tes décisions, tes émotions, tes réactions. Une force qui t'accompagne depuis que tu es enfant. Une force qui se fait passer pour toi, mais qui n'est pas toi. Cette force, les stoïciens l'appelaient l'illusion du moi, le masque mental derrière lequel se cachent nos désirs, nos peurs, nos fantasmes et nos blessures. Aujourd'hui, on l'appelle l'ego. Et pour comprendre comment il te contrôle, tu dois d'abord comprendre ce qu'il est réellement. 1. L'ego selon les stoïciens, une construction, pas une essence. Pour un stoïcien, l'ego n'était pas un ennemi à détruire, ni une entité maléfique. C'était avant tout une erreur de vision, une confusion permanente entre ce que nous sommes et ce que nous pensons être. Épictète l'exprimait clairement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les idées qu'ils s'en font. L'ego, c'est précisément ce prisme déformant par lequel tu interprètes la réalité. Il te raconte que tu as raison, même quand tu te trompes. Tu mérites, même quand tu n'as pas travaillé. Tu es offensé, même quand personne ne voulait te blesser. Tu es spécial, même lorsque tu te comportes comme tout le monde. L'ego est une illusion confortable. Mais comme toutes les illusions, elle finit par faire souffrir. L'origine de l'ego, une invention de ton cerveau pour survivre. Ton cerveau n'a pas été conçu pour être heureux. Il a été programmé pour survivre. Pour assurer ta survie, il fabrique une identité cohérente, un « moi », un personnage central autour duquel tout s'organise. Ce « moi » n'est pas fixe, il est construit en permanence. Les neurosciences l'ont confirmé. Le cerveau recrée ton identité en continu, comme s'il racontait une histoire dont tu es le héros. Mais cette histoire n'est pas toujours vraie. Elle est biaisée, exagérée, défensive. Et surtout, elle te convainc que tu es le centre du monde. Les stoïciens l'avaient compris bien avant les scientifiques modernes. Pour eux, l'ego est une confusion entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Lorsque tu crois que tout tourne autour de toi, tu te condamnes à souffrir. L'ego aujourd'hui, l'âge d'or de l'illusion. Il y a 2000 ans, l'ego était déjà un problème. Mais aujourd'hui,
L'ego est devenu une industrie complète. Les réseaux sociaux ont transformé l'ego en produit, en performance, en vitrine. Chaque jour, on te pousse à montrer le meilleur de toi-même, cacher tes imperfections, comparer ta vie entière aux 10 secondes filtrées de celles des autres, récolter des likes pour exister, prouver ta valeur à des inconnus. L'ego moderne ne se contente plus d'être une illusion. Il est devenu une identité commerciale. Nous vivons dans une époque où le selfie est un rituel, la validation publique est une drogue, l'attention est une monnaie, l'apparence remplace l'essence. Nous sommes bombardés chaque jour de messages qui disent « Sois spécial, sois unique, sois vu, montre que tu réussis, montre que tu as raison ». L'ego n'a jamais eu un terrain aussi fertile. Et pourtant, jamais l'être humain n'a été aussi anxieux, aussi fragile, aussi perdu. Parce que l'ego promet la paix intérieure. Mais il ne peut offrir que l'illusion de la paix. Les symptômes de l'ego, comment il se cache derrière tes pensées. L'ego n'arrive jamais avec une annonce officielle. Il n'a pas de panneau lumineux. Il se glisse dans tes émotions, tes raisonnements, tes réactions. Voici comment il se manifeste aujourd'hui. Le besoin compulsif d'avoir raison. Même quand tu sais que tu as tort. Même quand ça détruit une relation. L'ego préfère la victoire à la vérité. La sensibilité extrême aux critiques. Une simple remarque devient une attaque. L'ego interprète tout comme une menace. La comparaison permanente. Pourquoi lui a réussi ? Pourquoi pas moi ? L'ego mesure sa valeur à l'aune des autres. Le besoin d'être admiré. L'ego dépend entièrement du regard des autres pour se sentir vivant. La peur panique d'échouer. Parce que pour l'ego, échouer égale mourir. L'échec n'est pas une erreur, c'est une humiliation. La tendance à se justifier constamment. L'ego ne supporte pas d'être imparfait. Il doit toujours se défendre. La victimisation volontaire. Quand l'ego se sent faible, il se transforme en victime pour protéger son image. L'ego change de masque, mais jamais d'objectif. Protéger une identité fragile, coûte que coûte. Pourquoi l'ego crée autant de souffrance ? Le stoïcisme est clair. Le problème, ce n'est pas la réalité. Le problème, c'est ton interprétation. L'ego souffre parce qu'il vit dans un monde imaginaire. Un monde où tout doit se passer comme tu le veux. Les autres doivent te comprendre. La vie doit te donner ce que tu mérites. Rien ne doit te résister. Mais le monde réel ne fonctionne pas ainsi. Résultat, l'ego passe son temps à être déçu, frustré, blessé, énervé. Le sage stoïcien, lui, comprend que nous ne contrôlons pas les événements, seulement notre jugement. Épictète. L'ego souffre parce qu'il tente de contrôler l'incontrôlable. L'ego souffre parce qu'il refuse ce qui est. L'ego souffre parce qu'il exige ce qui ne lui est pas dû. L'ego souffre parce qu'il vit dans le fantasme, pas dans la réalité. Et tant que tu crois à ces illusions, tu souffriras aussi. Quand l'ego détruit, puis sauve. L'histoire de Paul, 28 ans, entrepreneur, en est un exemple parfait. Après le succès de sa première entreprise, il se sentait invincible. Il parlait comme s'il avait tout compris à la vie. Il méprisait les conseils. Il se comportait comme un génie incompris, un classique. Puis il a pris une mauvaise décision. Une seule. Une décision qu'on lui avait déconseillée. Mais l'ego déteste écouter. L'ego ne supporte pas la remise en question. Sa start-up s'est effondrée. En quelques mois, il a perdu son argent, ses partenaires, sa confiance et son identité. Un soir, complètement brisé, il tombe sur une phrase de Marc Aurèle.
La grandeur consiste à être plus fort que son propre malheur. Il comprend alors que ce n'est pas l'échec qui l'a détruit, c'est son ego. Son incapacité à écouter, à apprendre, à accepter. Ce soir-là, il fait une chose que l'ego ne fait jamais. Il se regarde sans mensonge. C'est à ce moment-là que son vrai progrès commence. C'est cela, la voie stoïcienne. L'idée la plus importante de ce chapitre. L'ego n'est pas toi. Ce n'est pas ton essence. Ce n'est pas ta vérité. C'est une construction mentale, une histoire que ton cerveau raconte pour te protéger, mais qui finit souvent par te limiter, te saboter, te faire souffrir. Les stoïciens avaient compris la chose suivante. Si tu veux être libre, commence par comprendre qui parle dans ta tête. L'ego parle fort, mais la sagesse parle juste. Comprendre l'ego, c'est commencer à s'en libérer. Et maintenant que tu as vu ce qu'il est temps de découvrir comment il se nourrit du regard des autres, comment il dépend de la comparaison, et comment le monde moderne l'a transformé en monstre. C'est ce que nous allons explorer dans le chapitre 2. Chapitre 2, l'ego et la comparaison, prison moderne du regard des autres. Il existe un poison invisible, lent, mais terriblement efficace. Un poison qui détruit ta confiance, ton calme, ta joie, ton équilibre. Un poison que ton ego adore et consomme chaque jour en silence. Ce poison, c'est la comparaison. La comparaison est l'aliment principal de l'ego. C'est la nourriture qui le fait grossir, qui le rend exigeant, jaloux, fragile, capricieux. Et aujourd'hui, nous vivons dans l'âge d'or de la comparaison, un monde où la réussite est affichée comme un trophée, où le bonheur est exposé comme une publicité, où le moindre détail de notre vie peut être jugé, observé, mesuré. Le stoïcisme nous avait pourtant prévenus. Celui qui regarde ce que possède un autre perd de vue ce qu'il possède lui-même. Sénèque. Mais l'ego ne veut jamais ce qu'il a. Il veut ce que les autres ont. 1. L'ego existe grâce au regard des autres. Dans son essence la plus profonde, l'ego ne vit pas en toi. Il vit dans les yeux des autres. Sans validation, l'ego se sent vide. Sans compliment, il dépérit. Sans admiration, il se croit inutile. C'est pour cela qu'il te pousse à te surévaluer, te justifier, te montrer, t'exhiber, te comparer. L'ego ne connaît qu'une seule mesure, la comparaison sociale. Et la société moderne a transformé cette dynamique en une machine implacable. Chaque like, chaque vue, chaque commentaire devient un mini-dopamine, un minuscule shoot à la reconnaissance. Chaque silence devient une critique imaginaire. Chaque réussite des autres devient une menace. Marc Aurèle l'avait parfaitement compris. La gloire n'est qu'une opinion. Mais pour l'ego moderne, l'opinion, c'est la vérité. 2. Le piège actuel, la comparaison infinie et instantanée. Avant, tu te comparais seulement à ton voisin, ton collègue, ton cousin. Aujourd'hui, tu te compares à 8 milliards de personnes en quelques secondes. Les réseaux sociaux ont créé une arène mondiale de comparaison permanente. Chaque image, chaque story, chaque publication te rappelle ce que tu n'as pas, ce que tu n'es pas, ce que tu devrais être. Les vies des autres deviennent des étalages de perfection. Des corps parfaits, des couples parfaits, des métiers parfaits, des voyages parfaits, des succès parfaits. Mais tout cela n'est qu'un mensonge visuel. Un film monté, filtré, répété, sélectionné. Et pourtant, ton ego y croit. En réalité, tu ne te compares pas à la vie des autres. Tu te compares à la version la plus optimisée de leur vie. Personne ne poste ses crises, ses doutes, ses échecs, ses nuits blanches. Mais ton ego, lui, compare ta réalité brute à leur fiction retouchée. Résultat, tu perds automatiquement. Le besoin d'être vu,
L'ego moderne préfère exister plutôt qu'être. Le stoïcisme dit que la vertu est intérieure. Le monde moderne dit que la valeur est visible. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être bon, intelligent, discipliné, généreux. Il faut le montrer. L'ego moderne n'a pas besoin d'être. Il a besoin d'exister dans le regard d'un public. Tu n'écris plus pour toi. Tu écris pour être lu. Tu ne voyages plus pour découvrir. Tu voyages pour être vu. Tu ne t'améliores plus pour évoluer. Tu t'améliores pour impressionner. Nous vivons dans une époque où l'ego a remplacé la sincérité, où l'image a remplacé l'identité, où la mise en scène a remplacé la construction intérieure. Le stoïcisme te dirait « Sois plutôt que paraître ». Mais l'ego te souffle. À quoi bon être si personne ne le voit? Et c'est ainsi que tu te perds. Pourquoi l'ego déteste la réussite des autres? L'ego est un être fragile. Il ne supporte pas d'être surpassé, même légèrement. La réussite des autres, au lieu de t'inspirer, devient une douleur. Pourquoi? Parce que l'ego vit selon un faux principe. Si l'autre gagne, je perds. Comme si la réussite était une ressource limitée. Ce raisonnement est absurde. Mais l'ego n'est pas logique. L'ego est émotionnel, instinctif, primitif. Lorsque quelqu'un réussit, l'ego panique. Pourquoi lui et pas moi? Je dois rattraper. Je dois prouver. Je dois être mieux. L'ego transforme les autres en concurrents. Il transforme la vie en compétition. Il transforme la réussite en menace. Pourtant, la sagesse stoïcienne enseigne l'inverse. Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas ton envie. La réussite d'un autre n'est pas ton affaire. Ce qui dépend de toi, c'est ton travail, ta discipline, ton progrès. Le reste ne te concerne pas. La comparaison détruit la paix intérieure. Le stoïcisme te dit « Regarde ta voie, pas celle des autres ». Mais l'ego te tire par la manche, chaque jour, pour regarder à côté, pour voir où tu en es, où tu devrais être, où les autres sont déjà arrivés. La comparaison n'est pas seulement une distraction, c'est une forme d'automutilation mentale. Voici ce qu'elle détruit, ta confiance, car tu compares ta première étape au chapitre 20 des autres, ton estime de toi, car tu te juges selon des critères absurdes. Ta motivation, car tu dois courir une course qui n'est même pas la tienne. Ta créativité, car tu imites au lieu de créer. Ta paix intérieure, car tu vis dans l'insatisfaction permanente. L'ego ne veut pas que tu progresses. Il veut que tu sois le meilleur. Mais non pas à tes yeux, à ceux des autres. Et tant que tu obéis à ce mécanisme, tu restes prisonnier d'un piège psychologique dont tu ne peux sortir que par la conscience. Comment un simple regard a détruit un champion? Laisse-moi te raconter l'histoire de Malik, un sprinter exceptionnel. Pendant des années, il s'est entraîné comme un fou. Il gagnait chaque compétition locale. Il progressait. Il était discipliné, humble, centré. Puis, un jour, il participe à une compétition régionale. Sur la ligne de départ, il voit ses concurrents, plus musclés, plus connus, plus décorés. Son entraîneur lui dit « Ne regarde que ta ligne. Cours ta course. » Mais Malik fait ce que l'ego fait toujours. Il compare. Il regarde les autres, leur équipement, leur chrono, leur coach. Son ego lui chuchote. Tu n'es pas au niveau. Tu ne peux pas gagner. Tu vas te ridiculiser. La course commence. Malik est nerveux, tendu, paralysé. Il finit dernier. Après la course, son coach lui dit « Tu n'as pas perdu contre eux. Tu as perdu contre toi. Tu as couru leur course, pas la tienne. » Cette phrase,
c'est la quintessence du stoïcisme. Tant que tu regardes la vie des autres, tu abandonnes la tienne. L'enseignement central de ce chapitre. L'ego ne survit que si tu te compares. Il ne respire que dans le regard des autres. Il ne s'alimente que par la validation extérieure. Le jour où tu cesses de te comparer, l'ego s'effondre. Le stoïcisme n'essaie pas de te rendre meilleur que les autres. Il essaie de te rendre meilleur que toi-même. Et c'est seulement à partir de là que naît la vraie liberté intérieure. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer un terrain encore plus dangereux. Comment l'ego se renforce quand tu réussis. Et comment il peut te détruire au moment même où tu penses avoir tout gagné. Chapitre 3, l'ego et la réussite. Quand le succès devient un piège. La réussite est un paradoxe. Elle peut élever un individu ou l'emprisonner. Elle peut révéler la force d'un caractère ou exposer ses faiblesses. Elle peut être un tremplin ou une trappe. Le succès n'est jamais dangereux en lui-même. Ce qui est dangereux, c'est l'ego qui le récupère. Et aujourd'hui, dans un monde où l'on peut devenir célèbre en 30 secondes, où chaque accomplissement doit être montré, validé, liké, commenté, l'ego est devenu le premier bénéficiaire de nos victoires. Les stoïciens, eux, avaient déjà compris ce danger il y a plus de 2000 ans. Sénèque disait « La gloire éteint la lumière de la raison ». Ce chapitre explore ce piège moderne, le piège du succès récupéré par l'ego, et comment le stoïcisme peut nous en libérer. 1. Pourquoi la réussite réveille l'ego? Le cerveau adore la validation. Dès que nous réussissons quelque chose, poste, argent, popularité, compliments, le cerveau libère un cocktail puissant, dopamine, fierté, reconnaissance sociale. L'ego adore ça. Il interprète ces signaux comme « Tu es meilleur que les autres »,« Tu mérites tout »,« Tu peux arrêter de progresser ». Le succès nourrit l'illusion que l'on est la réussite plutôt que quelqu'un qui a réussi. Le piège de l'identification. Épictète le disait très clairement. N'oublie jamais que tout ce que tu as peut être retiré. L'ego, lui, veut absolument croire l'inverse. Alors il s'identifie à un titre, à une compétence, à un statut, à une réputation. Ce mécanisme est invisible, jusqu'au jour où tout s'effondre. Le succès comme bouclier contre les insécurités. Beaucoup pensent que réussir va réparer quelque chose. Manque d'estime, besoin d'exister, peur du jugement. Or le succès ne répare rien, il camoufle. L'ego utilise la réussite comme un pansement pour éviter d'affronter nos fissures internes. 2. Les signes que ton ego a pris le contrôle après une réussite. Tu commences à croire que tu ne peux plus échouer. L'ego déteste l'incertitude. Après une victoire, il fabrique une illusion. Maintenant je suis intouchable. Mais Marc Aurèle rappelle, la fortune change plus vite que le vent. Tu deviens dépendant de la reconnaissance. Like, compliment, admiration. Ce n'est plus du plaisir, c'est de la dépendance psychologique. Si tu enlèves la validation, tu enlèves la personne. Tu arrêtes d'apprendre. Le succès donne parfois l'impression d'être arrivé quelque part. L'ego nous pousse à penser que nous n'avons plus rien à améliorer. Les stoïciens faisaient l'inverse. Plus ils progressaient, plus ils devenaient humbles. 3. Le piège moderne, la réussite visible. Aujourd'hui, tout est rendu public. Nos voyages, nos promotions, nos enfants, nos anniversaires, nos victoires. Le succès n'est plus personnel. Il est exposé, amplifié, comparé. Instagram, TikTok, YouTube. L'ego n'a jamais eu autant de nourriture. Le succès comme spectacle. Le danger moderne. On ne réussit plus pour évoluer, mais pour être vu.
Le stoïcisme nous rappelle pourtant, ce qui est bon n'a pas besoin de témoins. Épictète. Le mythe de la réussite continue. Sur les réseaux, personne ne poste ses doutes, ses échecs, ses erreurs, ses phases de stagnation. L'ego en arrive à croire. Si je ne réussis pas tout le temps, je ne vaux rien. 4. L'empereur Marc Aurèle est l'homme qui lui rappelait qu'il n'était qu'un homme. Lorsque Marc Aurèle se promenait au milieu des foules, les gens s'inclinaient. Ils l'appelaient Seigneur, Sauveur, Père de Rome. Pour éviter de devenir arrogant, il avait un homme à ses côtés dont la seule mission était de lui répéter « Tu n'es qu'un homme. Souviens-toi que tu n'es qu'un homme. » Ce rituel existait pour empêcher l'ego de s'installer, malgré un pouvoir absolu. Imagine un empereur plus humble qu'un influenceur de 17 ans avec 50 000 abonnés. Voilà la sagesse stoïcienne. 5. L'entrepreneur qui s'est perdu dans son succès. Un entrepreneur français, appelons-le Thomas, a créé une start-up qui a explosé. Articles partout, interviews, conférences. On l'appelait prodige, génie, visionnaire. Il croyait tellement à cette image qu'il a cessé d'écouter ses équipes. Il prenait toutes les décisions seul. Son ego était devenu la direction de l'entreprise. Résultat, crise interne, ralentissement, burn-out, perte de financement. Quand on lui a demandé ce qui a tout détruit, il a dit « Je me suis pris pour quelqu'un d'autre. J'ai oublié que j'étais un apprenant. » Les stoïciens diraient « Il a confondu succès et sagesse. » 6. Comment combattre l'ego dans la réussite? L'exercice du miroir inversé, Marc Aurèle. Chaque soir, demande-toi, que ai-je appris aujourd'hui que je ne savais pas hier? Si la réponse est rien, ce n'était pas une journée de croissance. L'exercice de l'invisibilité volontaire, Épictète. Pendant un moment, arrête de partager tes réussites. Travaille en silence. Rien de grand ne se fait dans le bruit. La gratitude inverse. Non pas « merci pour ce que j'ai obtenu », mais « merci de ne pas perdre de vue ce que je suis sans tout ça ». L'exercice de l'antisatisfaction. Pour chaque réussite, rappelle-toi, ce que j'ai obtenu n'est pas ce que je suis. 7. La vérité stoïcienne, la réussite n'est pas une identité. Sénèque disait « Le succès révèle l'homme à lui-même ». Le succès n'est pas une fin, c'est un test. Un test pour savoir si l'ego va t'élever, t'aveugler ou te détruire. La réussite n'est belle que si elle ne t'empêche pas de progresser. Le succès est une lumière, et l'ego est l'ombre qu'elle projette. Si tu n'es pas vigilant, l'ombre grandit jusqu'à t'avaler. Mais si tu appliques la sagesse stoïcienne, le succès peut devenir un terrain d'entraînement, un lieu de croissance, un moment pour renforcer ton caractère plutôt que ton image. La réussite ne te définit pas, elle te révèle. Et ce que tu choisis d'y voir dépend entièrement de toi. Chapitre 4. L'ego dans la défaite, se perdre dans l'échec, la honte et la peur. L'ego adore la réussite, mais il déteste l'échec. Pourtant, c'est dans l'échec que l'on voit réellement la force intérieure d'un individu. La réussite flatte. L'échec révèle. Les stoïciens ont toujours considéré l'échec comme un miroir. Un miroir brut, sans décoration, qui te montre exactement qui tu es. Sans le maquillage des compliments, sans les applaudissements. Mais l'ego, lui, vit ce miroir comme une attaque. Alors il dramatise, il exagère, il invente des excuses, il accuse les autres, il se protège, il se révolte, il s'effondre. Dans ce chapitre, on va comprendre pourquoi l'ego souffre autant lors d'un échec, comment il transforme une simple défaite en identité, comment il t'empêche d'apprendre,
Et surtout comment le stoïcisme peut t'aider à transformer tes chutes en guérison intérieure. 1. Pourquoi l'ego vit l'échec comme une menace mortelle? L'ego confond ce que tu fais avec ce que tu es. Pour les stoïciens, l'échec n'est qu'un événement. Pour l'ego, c'est une définition. Tu échoues à un projet? L'ego dit « tu es nul ». Tu perds un client? L'ego dit « tu ne vaux plus rien ». Tu te fais rejeter? L'ego dit « personne ne te veut ». L'ego est incapable de séparer les actions du caractère. Épictète expliquait « ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. L'échec ne fait pas souffrir. C'est l'interprétation de l'ego qui fait souffrir. L'ego vit l'échec comme une humiliation sociale. L'ego a une obsession, le regard des autres. Pour lui, échouer ne signifie pas ne pas atteindre un objectif, mais plutôt être vu en train d'échouer. Alors il dramatise. Il t'empêche de tenter. Il t'empêche d'apprendre. Il t'empêche d'essayer encore. Les stoïciens répondent: on ne vit pas pour être vu, mais pour être bon. 2. Les réactions typiques de l'ego face à l'échec. La fuite. Arrêter entièrement. Abandonner trop tôt. Éviter les situations où tu pourrais échouer encore. La fuite protège l'ego, mais détruit le potentiel. La colère. L'ego préfère accuser les autres, le système, la chance, les circonstances. Sénèque prévenait: la colère naît de la fragilité de l'âme. La justification. Quand l'ego souffre, il invente des récits. De toute façon, ce n'était pas important. C'est parce que je n'étais pas motivé. Je ne voulais pas vraiment réussir. Ce sont des protections, mais elles empêchent la vérité. 3. Pourquoi l'échec est essentiel dans la philosophie stoïcienne? L'échec révèle le caractère. Marc Aurèle le disait clairement. L'épreuve montre l'homme. La résilience, l'humilité, la patience. Ce sont des muscles qui ne se développent que sous la charge de l'échec. L'échec te rend vraiment libre. Une personne qui n'ose plus échouer n'est pas libre. Elle est prisonnière de l'image qu'elle veut protéger. Le stoïcisme t'apprend à privilégier le progrès au lieu de l'apparence. L'échec est un professeur brutal, mais juste. La réussite flatte, l'échec apprend. Et seul ce qui t'apprend te fait grandir. 4. Épictète et l'échec qui l'a libéré. Avant de devenir philosophe, Épictète était esclave. Un jour, son maître, un homme violent, lui tordit la jambe. Épictète dit calmement: « Si tu continues, tu vas me la casser. » Son maître a continué. La jambe s'est brisée. Épictète a seulement ajouté: « Je te l'avais dit. » Ce n'était pas de la résignation. C'était la compréhension parfaite que tout ce qui arrive peut être utilisé pour s'élever. Cette blessure, cet échec physique, cette perte, est devenue l'origine de sa force intérieure. Là où l'ego voit une injustice, le stoïcien voit une opportunité. 5. L'athlète qui a compris le piège de l'ego. Une jeune athlète, Nadia, championne nationale, avait l'habitude de gagner. Son ego était un château de verre, magnifique mais fragile. Un jour, aux championnats internationaux, elle a terminé dernière. Elle a fondu en larmes. Non pas de douleur physique, mais de honte. Elle craignait les commentaires, les jugements, les moqueries. Jusqu'à ce qu'un coach lui dise: « Tu n'as pas échoué. Tu viens juste de découvrir où tu dois travailler. » Ce jour-là, elle a compris que la honte appartient à l'ego, mais l'apprentissage appartient à l'âme. 2 ans plus tard, elle a remporté la médaille d'or. 6.
Comment neutraliser l'ego face à l'échec, méthode stoïcienne. Le journal stoïcien de vérité. Après chaque échec, écris. Qu'est-ce qui dépendait de moi? Qu'est-ce qui ne dépendait pas de moi? Que ai-je appris? Quelle version de moi veut se cacher? Quelle version de moi veut progresser? La visualisation négative. Avant un projet important, visualise calmement la difficulté, les obstacles, l'échec possible. Pas pour te décourager, pour préparer ton esprit. Les stoïciens appelaient cela le premeditatio malorum, l'exercice de l'identité séparée. Répète-toi. J'ai échoué dans cette action, mais je ne suis pas un échec. Séparer l'acteur de l'action est un remède puissant contre l'ego blessé. L'exercice de la gratitude paradoxale. Remercie mentalement l'échec pour la lucidité qu'il apporte, l'humilité qu'il impose, la discipline qu'il exige, la force qu'il développe. 7. La vérité stoïcienne, l'échec est un allié, pas un ennemi. Sénèque disait: l'homme courageux est celui qui accepte ses malheurs. L'ego fuit l'échec. Le sage l'utilise. L'ego dramatise. Le sage analyse. L'ego se cache. Le sage se transforme. Le véritable progrès ne naît jamais des victoires faciles, mais des chutes qui ouvrent les yeux. L'échec n'est pas un problème. Le problème, c'est l'ego qui veut absolument croire qu'il est parfait. L'échec est un professeur. L'ego veut le faire passer pour un ennemi. Mais lorsque tu le regardes avec sagesse, l'échec devient une force, un renouveau, une purification, un entraînement pour ton âme. Ce que tu perds dans l'échec n'était pas essentiel. Ce que tu gagnes peut te changer pour la vie. Chapitre 5. L'ego relationnel. Conflit, susceptibilité, amour-propre et identité sociale. Si l'ego peut ruiner une réussite ou amplifier un échec, il peut surtout détruire nos relations. Les conflits, les malentendus, les disputes, les jalousies, les ruptures, les tensions entre amis, entre collègues, en famille. La majorité ne viennent pas d'un réel problème extérieur, mais d'un ennemi intérieur, le besoin de protéger notre image. L'ego relationnel, c'est vouloir avoir raison, vouloir être validé, vouloir être respecté, vouloir être admiré, vouloir paraître fort, vouloir contrôler ce que les autres pensent de nous. Les stoïciens l'avaient déjà compris. Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas l'autre, mais l'idée qu'il se fait de lui-même. Épictète. Ce chapitre va t'ouvrir les yeux sur un fait brutal. Bien souvent, ce qui complique nos relations, c'est nous-mêmes. 1. Pourquoi l'ego devient si puissant dans les relations humaines? Parce que l'autre nous sert de miroir. Chaque interaction est un test. Un regard, une phrase, un ton, et l'ego réagit. Si quelqu'un te critique, l'ego dit « on attaque mon identité ». Si quelqu'un te dépasse, l'ego dit « on te dévalue ». Si quelqu'un ne t'écoute pas, l'ego dit « on te manque de respect ». On n'écoute pas l'autre. On écoute l'écho de l'ego à travers l'autre. Parce que l'ego cherche la supériorité. Le stoïcisme nous apprend l'égalité humaine. L'ego nous pousse à hiérarchiser. Moi, toi. Cela crée tension, compétition, comparaison, jalousie. Parce que l'ego transforme l'opinion en vérité. Un simple commentaire peut devenir une attaque personnelle dans le film intérieur de l'ego. Marc Aurèle disait: « Souviens-toi que la plupart des opinions ne concernent pas ce que tu es. » Mais l'ego aime tout prendre pour lui. 2. L'ego dans les conflits. Pourquoi tout s'enflamme si vite? L'ego veut gagner, pas comprendre. Dans un conflit, tu peux choisir. Avoir raison. Ou préserver la relation.
L'ego choisit toujours avoir raison. Le sage, lui, choisit la paix. L'ego transforme la critique en attaque personnelle. Critique sur ton travail. L'ego entend « tu es incompétent ». Critique sur ta manière d'agir. L'ego entend « tu es un mauvais humain ». Platon disait « Le commencement de la sagesse, c'est de reconnaître que l'on ne sait rien ». L'ego, lui, croit tout savoir déjà. L'ego déteste s'excuser. S'excuser demande de l'humilité. L'ego préfère briser une relation que reconnaître une erreur. Mais Sénèque disait « Le sage est celui qui s'est plié sans se briser ». 3. La susceptibilité, la prison intérieure. Pourquoi certains sont hypersensibles aux paroles des autres? La susceptibilité n'est pas un signe de faiblesse. Elle est un signe que l'ego est surdimensionné. Plus ton ego est fragile, plus tu seras blessé facilement. Ce que le stoïcisme dit, ce qui vient d'autrui n'est pas à toi. Épictète était catégorique. Si l'on te critique, ce n'est qu'un son porté par le vent. La susceptibilité apparaît quand l'ego prend les mots des autres comme des vérités intérieures. L'exercice stoïcien. Demande-toi, pourquoi cela me touche autant? Qu'est-ce que cela dit sur mon ego? Souvent, la douleur relationnelle révèle une faille intérieure. 4. L'amour-propre, entre force et poison. L'amour-propre sain vs l'amour-propre toxique. Un amour-propre sain te donne confiance. Un amour-propre toxique t'empêche d'écouter, te rend rigide, te rend arrogant. L'ego veut être aimé, le sage veut être utile. Les stoïciens répétaient « Cherche à être bon, non admiré ». Quand l'ego veut t'impressionner, tu perds ta capacité à être authentique. L'erreur moderne, confondre valeur personnelle et regard extérieur. Like, attention, validation, compliment, statut social. Tout cela est instable. Construire son image sur l'extérieur, c'est construire une maison sur du sable. 5. L'identité sociale. Comment l'ego nous piège dans des rôles. L'ego adore les étiquettes. Le métier, les diplômes, la notoriété, la réputation sont devenus des extensions de l'identité. L'ego dit « Sans ces choses, je ne suis plus rien ». Les stoïciens disent « Sans ces choses, tu redeviens toi-même ». Le monde moderne exagère l'identité sociale. Nous vivons à une époque où on se définit par son CV. On existe à travers les réseaux. On performe même dans sa vie personnelle. Cette hyperidentité nourrit un ego fragile. Un petit changement de statut et tout s'effondre. Comment redevenir libre? Rappelle-toi, ton rôle n'est pas toi. Ta fonction n'est pas toi. Ton image n'est pas toi. Marc Aurèle méditait chaque matin. Tu n'es qu'un homme parmi les hommes. Cette humilité le libérait. 6. Caton et l'humiliation publique. Caton, figure stoïcienne, avait une habitude étrange. Il portait volontairement des vêtements ridicules dans la rue. Pourquoi? Pour apprendre à son ego, à ne pas dépendre du regard des autres. On le critiquait, on se moquait, on le montrait du doigt. Il ne flanchait pas. Cette pratique avait un but: détruire l'influence de la honte sociale. Caton était plus libre que n'importe quel aristocrate romain. 7. La dispute de famille. Un homme, appelons-le Karim, a passé des années en froid avec son frère. Pourquoi? Une phrase mal interprétée. Les deux attendaient des excuses. Les deux se disaient « Ce n'est pas à moi de faire le premier pas ». Résultat, 6 ans de silence. Un jour, leur mère est tombée gravement malade. Ils se sont revus. Et la première chose qu'ils se sont dites n'a pas été « Tu avais raison ». Mais
Tout ça pour ça. Le conflit n'était pas réel. L'ego l'avait inventé. Et la vie avait perdu 6 ans d'amour entre deux frères. 8. Comment guérir l'ego relationnel, méthode stoïcienne. L'exercice du « pourquoi ». Quand tu réagis, demande-toi, est-ce moi ou mon ego? L'écoute radicale. Épictète enseignait. On a 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Écouter calme l'ego. Accepter d'avoir tort. L'humilité est une arme. Une relation peut renaître grâce à une seule phrase. Peut-être que je me trompe. Pratiquer volontairement la non-réaction. Quand quelqu'un te pique, ne réponds pas immédiatement. L'ego réagit vite. Le sage répond lentement. Jouer le rôle social, mais ne jamais s'y perdre. Inspire-toi de Marc Aurèle. Je suis un empereur, oui, mais je reste un homme. L'ego relationnel est responsable de nos disputes, nos ruptures, nos tensions, nos jalousies, nos susceptibilités. Mais ce n'est pas l'autre le problème. C'est la version de nous-mêmes que l'ego veut protéger. Lorsque tu cesses de défendre ton image, tu commences à défendre tes relations. Lorsque tu cesses de vouloir avoir raison, tu commences à aimer réellement. Lorsque tu cesses de chercher à être admiré, tu deviens vrai. Et la vérité intérieure est incompatible avec l'ego. Chapitre 6. Tuer l'ego. Une erreur moderne. Pourquoi il faut plutôt le dompter? Le malentendu du siècle. Tu dois tuer ton ego. Aujourd'hui, on entend partout. Débarrasse-toi de ton ego. Tue ton ego. L'ego est le problème. C'est devenu un slogan. Un mantra pseudo-spirituel. Un conseil viral et simpliste répété par des gens qui n'ont jamais réellement étudié le fonctionnement de l'esprit humain. Mais les stoïciens n'ont jamais dit qu'il fallait tuer l'ego. Ils n'ont jamais promu une forme d'effacement du soi, ni une disparition totale de l'identité personnelle, ni une passivité émotionnelle. Leur objectif n'était pas d'effacer l'humain, mais d'élever l'humain. Marcus Aurelius, empereur et philosophe, n'a jamais essayé de tuer son identité. Il l'a disciplinée. Il l'a domptée. Il a transformé l'ego en outil, non en maître. Car l'ego n'est pas un ennemi à éliminer. C'est un cheval sauvage. Si tu le laisses libre, il te jette au sol. Si tu le tues, tu n'avances plus. Mais si tu l'apprivoises, il te conduit loin. Ce chapitre va te montrer pourquoi la mode moderne du « qu'il y aurait ego » est non seulement une erreur, mais aussi une source de souffrance. Et surtout comment les stoïciens proposaient une alternative infiniment plus puissante. Le dompter, le comprendre, le rediriger, en faire un allié. 1. Pourquoi la culture moderne veut tuer l'ego? Il faut comprendre d'où vient cette obsession moderne. Aujourd'hui, le mot « ego » est devenu synonyme de arrogance, narcissisme, susceptibilité, besoin de validation, orgueil destructeur. Cette réduction est fausse, mais elle est séduisante, parce qu'elle nous donne l'impression que, si on éliminait ce machin, tout deviendrait simple. Le problème, on confond l'ego déséquilibré avec l'ego tout court. Les réseaux sociaux ont amplifié cette confusion. On croit que l'ego, c'est les gens qui s'exhibent, ceux qui veulent prouver, ceux qui cherchent les likes, ceux qui crient pour exister. Alors qu'en réalité, l'ego est bien plus profond. C'est le mécanisme interne par lequel tu dis « moi ». C'est ton identité. C'est la structure psychologique qui te permet de comprendre que tu existes. Vouloir tuer l'ego, c'est comme vouloir détruire le système d'exploitation de ton ordinateur parce qu'une application bug. C'est confondre outil et dérive de l'outil. 2. Ce qui se passe vraiment quand on tente de tuer son ego.
Tu connais les gens qui disent avoir transcendé leur ego? Ce sont souvent ceux qui deviennent passifs, deviennent indifférents, n'ont plus d'objectif, n'osent plus agir, fuient la confrontation, évitent les responsabilités. Ils croient avoir tué leur ego, mais en réalité, ils ont tué leur capacité à s'affirmer. Les stoïciens ne voulaient pas cela. Épictète dit « L'homme doit se tenir debout, non ramper ». La disparition totale de l'ego mène à absence d'ambition, manque de direction, perte d'identité, soumission à l'opinion des autres, confusion intérieure. Autrement dit, tenter de tuer l'ego, c'est s'annuler soi-même. 3. L'ego n'est pas mauvais, il est nécessaire. L'ego équilibré permet de te fixer des objectifs. Sans ego, pas d'élan, pas de direction. De te protéger. L'ego, c'est aussi ton instinct de préservation psychologique. De te connaître. Sans ego, impossible de dire « voici ce que je veux, voici ce que je refuse ». 4. De dire non. La capacité de poser des limites vient d'un ego sain. D'aimer. Oui, aimer demande de savoir qui aime. De contribuer. Sans ego, aucune motivation à créer, à aider, à construire. Marcus Aurelius l'exprime ainsi. Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut être bon pour l'abeille. L'abeille existe en tant qu'individu. Elle doit être elle-même pour servir la ruche. La manière stoïcienne n'est pas de détruire l'individu. C'est d'empêcher l'individu de devenir un tyran intérieur. Le vrai danger n'est pas l'ego, c'est l'ego sans discipline. Voici la vision stoïcienne en une phrase. L'ego n'est dangereux que lorsqu'il gouverne au lieu de servir. Comme un couteau. Dans les mains d'un enfant danger. Dans les mains d'un chef création. Dans les mains d'un criminel destruction. Le problème contemporain n'est pas avoir un ego. C'est avoir un ego. Non observé. Non discipliné. Non questionné. Hypertrophié par les comparaisons. Stimulé par la validation numérique. Confondu avec l'identité profonde. Les stoïciens ne voulaient pas éliminer l'ego. Ils enseignaient l'art de le remettre à sa place. Sénèque dit exactement cela. Nous ne supprimons pas les passions, nous les domptons. 5. Dompter l'ego, la méthode stoïcienne ancestrale. Voici les 3 piliers stoïciens pour canaliser l'ego. A. La lucidité, voir l'ego agir en temps réel. Le premier step. Voir le monologue intérieur. Quand tu veux avoir raison. Quand tu veux gagner la dispute. Quand tu veux te montrer. Quand tu ne veux pas perdre la face. Quand tu dramatises pour exister. Chaque fois, pose la question stoïcienne. Est-ce moi qui parle, ou mon ego blessé? Cette question est un scalpel mental. B. L'humilité active, la force de rester apprenant. Les stoïciens pratiquaient une forme d'humilité très particulière. Pas une humilité molle, mais une humilité puissante. Marcus Aurelius écrivait chaque soir. Rappelle-toi combien il te reste à apprendre. L'humilité stoïcienne signifie « Je suis fort, mais je peux être plus forte encore. Je suis bon, mais je peux m'améliorer. Je sais, mais je peux savoir davantage. » Ce n'est pas se rabaisser, c'est rester ouvert. C'est l'autogouvernance, discipliné sans se punir. Le but n'est pas de s'écraser, c'est de se diriger. Avoir un ego dompté, c'est savoir se pardonner, reconnaître ses erreurs, corriger sans se flageller, agir sans chercher la validation, avancer sans s'éparpiller, rester centré même dans l'échec. Les stoïciens prônaient l'équilibre, pas la mutilation psychologique. 6. L'ego dompté,
le véritable super-pouvoir moderne. Tu veux être solide dans le monde actuel? Tu veux être respecté, serein, difficile à déstabiliser? Alors voici ce qu'il te faut. Pas un ego tué, un ego maîtrisé. Car un ego dompté permet la clarté mentale. Tu sais distinguer ce qui vient de toi et ce qui vient de tes blessures. La stabilité émotionnelle. Les critiques glissent mieux. Les échecs t'atteignent moins. La force intérieure. Tu agis selon tes valeurs, pas selon la validation. La liberté sociale. Tu n'as plus besoin d'impressionner. La vraie ambition. Pas celle qui veut prouver. Celle qui veut accomplir. 6. Le calme constant. Ton monde intérieur n'est plus agité par les tempêtes du regard des autres. C'est cela, le but stoïcien. Pas l'effacement du soi, mais la maîtrise du soi. 7. On ne tue pas un cheval puissant, on le maîtrise. Tu n'es pas censé tuer ton ego. Tu es censé apprendre à le conduire. L'ego n'est pas ton ennemi. Il est ton animal intérieur, ton moteur psychologique, ton cheval de bataille. Sans discipline, il t'envoie dans les ravins. Sans existence, tu n'avances plus. Avec maîtrise, tu deviens inarrêtable. Les stoïciens l'avaient compris. Que ton âme soit ton empire. Marc Aurèle. Ton âme n'est pas un désert sans ego. C'est un royaume où l'ego doit être un soldat discipliné. Pas un roi capricieux. Tuer l'ego est une illusion. Le dompter est un art. Et ceux qui maîtrisent cet art deviennent véritablement libres. Chapitre 7. Se libérer de l'ego. La voie stoïcienne vers la paix intérieure. La vraie liberté n'est pas extérieure. On croit souvent que la liberté vient de l'extérieur. Moins de contraintes, moins de règles, moins de responsabilités, moins de pression. Mais pour les stoïciens, la liberté n'a rien à voir avec les circonstances. Elle n'a rien à voir avec le travail, les gens, la société, l'argent, la réussite ou l'échec. La seule liberté qui comptait. La liberté intérieure. Celle qui te permet de ne pas être dominé par tes peurs. Ne pas être gouverné par la validation des autres. Ne pas être manipulé par tes réactions impulsives. Ne pas être esclave de ton passé, de tes blessures ou de tes désirs. La liberté stoïcienne, c'est une forteresse intérieure que personne ne peut envahir. Et la plus grande menace contre cette liberté, ce n'est pas le monde autour de toi. C'est ton propre ego. Pas l'ego sain, discipliné. Mais l'ego tyran, celui qui exige, qui réagit, qui compare, qui dramatise, qui crée des ennemis imaginaires. Ce dernier chapitre te montre comment, selon les stoïciens, on peut s'en libérer, non pas en l'éliminant, mais en l'apprivoisant jusqu'à atteindre une paix intérieure durable. 1. Première étape, reconnaître que ton ego n'est pas toi. L'un des enseignements les plus puissants des stoïciens est le suivant. Ton ego est un personnage dans ta tête, pas ton identité. Marc Aurèle l'écrit dans ses pensées. Tu te trompes toi-même. Ce n'est pas toi qui souffres, mais ton opinion. Autrement dit, tu n'es pas la voix intérieure qui commente, critique, juge, exige et se compare. Tu es celui qui observe cette voix. S'en libérer commence par là. Un simple espace entre toi et ton ego. Un léger recul. Une respiration. Une lucidité. Quand ton ego s'enflamme, dis-toi. Ah, voilà mon ego qui réagit. Ce n'est pas moi. Ce micro-espace mental est une clé immense. Il transforme la réaction en choix. 2. Deuxième étape. Comprendre ce que l'ego cherche vraiment. L'ego n'est pas mauvais. Il n'est pas méchant. Il n'est pas malveillant. Il cherche 3 choses. 1. La validation. Pour se sentir exister. 2. Le contrôle. Pour réduire la peur. 3. Une identité fixe.
pour éviter l'incertitude. Le problème, ces 3 besoins sont insatiables. Tu peux obtenir 100 compliments, ton ego en demandera 101. Tu peux contrôler 90% de ta vie, ton ego paniquera pour les 10% restants. Tu peux te construire une image parfaite, ton ego la défendra comme une forteresse fragile. S'en libérer, c'est reconnaître. Je n'ai pas besoin de ces illusions pour vivre. Les stoïciens te répètent. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Épictète. Tu n'es pas prisonnier du monde. Tu es prisonnier des exigences de ton ego. 3. Troisième étape, entrer dans la logique stoïcienne du détachement. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de froideur, ni d'indifférence émotionnelle, ni de dureté. C'est une philosophie du détachement sain. Détachement ne veut pas dire « je m'en fiche ». Détachement veut dire « je ne laisse pas cela contrôler mon monde intérieur ». Les stoïciens pratiquaient 3 formes de détachement. A. Le détachement du regard des autres. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent. Tu ne peux pas contrôler ce qu'ils disent. Tu ne peux pas contrôler ce qu'ils ressentent. Tu ne peux pas contrôler comment ils te perçoivent. Alors pourquoi sacrifier ta paix pour un domaine où tu n'as aucun pouvoir? Épictète disait, « Soucie-toi seulement de ce qui dépend de toi. » Ton ego veut être aimé, admiré, reconnu. Ta sagesse veut être alignée, juste, tranquille. B. Le détachement du résultat. Agis, mais ne sois pas esclave de l'issue. L'ego veut la victoire. Le stoïcien veut l'excellence, peu importe le résultat. C'est la différence entre « je dois gagner pour valoir quelque chose » et « je donne le meilleur de moi-même et c'est suffisant ». C. Le détachement de l'image de soi. L'ego adore l'image. Le stoïcien préfère la réalité. L'ego dit « je dois être perçu comme quelqu'un de fort ». La sagesse dit « je veux être fort, même si personne ne le remarque ». Ce détachement la libère une énergie immense. L'énergie qui était gaspillée à paraître peut enfin être consacrée à devenir. 4. Quatrième étape, le retour à la vertu, la boussole stoïcienne. Les stoïciens avaient une arme secrète contre l'ego. Une arme simple mais extraordinaire. La vertu. La vertu stoïcienne, c'est la droiture intérieure, la cohérence, l'excellence morale, l'intégrité, le courage, la justice, la discipline, la tempérance. Quand tu vis selon la vertu, tu n'as plus besoin de prouver, d'impressionner, de dominer, de gagner l'attention. Tu vis dans l'alignement, et rien n'est plus libérateur. Marc Aurèle disait « La meilleure manière de te défendre contre les critiques, c'est de mériter de ne pas en recevoir. » La vertu est une porte fermée pour l'ego, mais une porte ouverte pour la tranquillité. 5. Cinquième étape, l'acceptation stoïcienne, la paix au cœur du chaos. Il y a un moment où tu comprends une chose. L'ego est un combat qui ne se gagne pas par la force. Plus tu essaies de le tuer, plus il revient. Plus tu essaies de l'écraser, plus il se venge. Plus tu le rejettes, plus il crie. Les stoïciens ont choisi une autre voie. L'acceptation. Oui, j'ai un ego. Oui, il réagit parfois. Oui, il peut déformer la réalité. Mais je peux l'observer, le comprendre, le guider. C'est comme tenir un enfant par la main. Tu ne le laisses pas courir partout, mais tu ne l'abandonnes pas non plus. C'est ainsi qu'on atteint la paix intérieure. Pas en supprimant une partie de soi, mais en la réconciliant. 6. La paix stoïcienne. Ce qu'on ressent quand l'ego ne dirige plus. Quand l'ego n'est plus le maître. Voici ce que tu ressens. 1. Un calme profond.
Tu n'es plus secoué par chaque critique ou compliment. 2. Une liberté totale. Tu n'agis plus pour obtenir l'approbation. Tu agis parce que c'est juste. 3. Une confiance stable. Plus besoin d'exagérer, prétendre, jouer un rôle. 4. Une force intérieure. Tu deviens difficile à manipuler, à déstabiliser, à énerver. 5. Un alignement. Tu fais ce que tu dis. Tu dis ce que tu penses. Tu es ce que tu es. 6. Une sérénité nouvelle. Tu laisses les choses être ce qu'elles sont. Tu n'es plus en guerre contre la réalité. C'est la liberté intérieure. Le sommet du chemin stoïcien. La libération n'est pas l'effacement, c'est la maîtrise. Se libérer de l'ego ne signifie pas disparaître, ni devenir invisible, ni devenir inoffensif. Se libérer de l'ego signifie devenir maître de soi. C'est guider cette force intérieure au lieu d'en être l'esclave. C'est vivre avec un ego au service de la vertu et non l'inverse. C'est transformer l'émotion en lucidité, la comparaison en gratitude, la susceptibilité en calme et la peur en courage. Marc Aurèle résumait toute la philosophie stoïcienne en une phrase. Ton empire est en toi. Ton empire n'est pas le monde. Ce n'est pas l'opinion des autres. Ce n'est même pas ton histoire. Ton empire est ton esprit. Et lorsque l'ego cesse de régner, alors commence la paix. Conclusion. L'ego, maître ou serviteur, le chemin vers la liberté intérieure. Nous avons voyagé à travers les méandres de l'ego, ses illusions, ses pièges, ses excès et ses forces. De l'attrait de la réussite aux blessures de l'échec, de la fragilité relationnelle aux défis de l'identité sociale, jusqu'au paradoxe moderne de vouloir tuer l'ego, nous avons découvert que l'ego n'est pas l'ennemi. Il est un instrument, un moteur psychologique, un cheval sauvage qu'il faut apprendre à guider, non abattre. Les stoïciens nous ont enseigné la voie. Observer l'ego sans s'y identifier. Comprendre ses besoins et ses illusions. Dompter ses réactions impulsives par la lucidité et la discipline. Rediriger sa force au service de la vertu et de la sagesse. Cette maîtrise intérieure n'est pas une destination facile. Elle exige un engagement quotidien, des pratiques constantes, des rappels à l'ordre de soi-même, des exercices de détachement et de gratitude. Mais la récompense est infiniment précieuse. La paix intérieure, même face aux tempêtes extérieures. La liberté réelle, celle qui n'est pas dépendante de la validation ou de l'image. La force tranquille, qui permet d'agir selon ses valeurs, sans être esclave de ses passions. L'alignement de l'âme, où action et conviction coïncident enfin. En résumé, le chemin stoïcien n'est pas celui de l'effacement, mais de l'empowerment intérieur. Il ne s'agit pas de devenir un être sans ego, mais un être dont l'ego est au service de la sagesse. Le vrai défi de notre époque, où tout stimule la comparaison, la reconnaissance, la réussite et la peur de l'échec, est de se rappeler que ton empire est en toi. Marc Aurèle. Tout ce que tu recherches à l'extérieur, respect, admiration, sécurité, bonheur, se trouve déjà à l'intérieur, lorsque l'ego cesse de régner et commence à servir. Alors, cesse de fuir ton ego ou de le combattre aveuglément. Apprends à le connaître, à le guider, à l'utiliser. Et découvre la liberté profonde, celle que les stoïciens appelaient la paix de l'âme. Ton esprit, ton empire, ta vie, voilà ce que l'ego dompté peut t'offrir. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. À la prochaine pour d'autres enseignements.